Oh putain, oh putain, oh putain! J'ai pas vu le flash là? Les personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Ça fait beaucoup d'histoire pour un seul château. Il y a les esprits. Bon, ce soir, on va parler du château de Martin-Vaste. On va aborder d'abord la partie historique du château, et ensuite on terminera sur la légende. Vous allez voir, il y a différents points très importants dans cette légende, et on va essayer de les aborder ce soir, et voir comment on va pouvoir enquêter avec ces informations. Tu peux lancer les diapos, Seb? Merci. Donc, on va aborder la partie historique en premier lieu, pour connaître un petit peu l'histoire du château de Martin-Vaste. Donc, le premier point, c'est le premier château d'origine qui a été détruit pendant la guerre de 100 ans. Ensuite, sa reconstruction a eu lieu en 1579 jusqu'à 1581. Seconde guerre mondiale, en 1944, une grande partie de l'édifice est complètement détruite. Et reconstruction dans les années 60. On a créé RIP pour essayer de comprendre s'il y avait une certaine réalité derrière le phénomène de hantise. Donc concernant sa localisation, le château est placé près de Cherbourg, en Normandie. La légende, plusieurs points. Le premier, un spectre hanterait les lieux de ce fameux château depuis à peu près 60 ans. D'après les recherches et les différents témoignages qu'on a dans les ouvrages, ça se passerait depuis la Seconde Guerre mondiale. Une femme serait morte dans certaines circonstances plus ou moins mystérieuses et on la prénommerait Sophie. Second point de notre légende. Un deuxième personnage intervient dans la légende du château de Martin-Vaste. A priori, ce serait un cavalier qui entrait les abords du château. On n'aura accès à aucune archive, car toutes ces archives, a priori, auraient brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant cet incendie. Donc je pense qu'on a fait le tour, on peut rallumer. Il y a quand même de nombreuses heures de route, le propriétaire ne nous attendra pas le premier jour, il va falloir attendre le deuxième jour pour le rencontrer, et par contre on aura Brooke, celle qui connaît très bien les légendes du château qui nous attend. Donc il va falloir partir, on va se reposer, et on prend la route demain matin. On a choisi le château de Martin-Vaste parce qu'il est référencé un petit peu dans tous les ouvrages concernant le paranormal et le phénomène de hantise. Pour nous, le château de Martin-Vaste et sa fameuse légende nous semblaient vraiment intéressants afin d'y faire une enquête.
Alors ici, c'est le champ de baldaquin. Alors, il y a un monsieur qui est juste derrière vous, enfin juste devant nous, pardon, qui protège en fait de ces deux filles. Vous nous parlez de ces deux filles malfaisantes. C'est quoi un peu l'histoire de ces deux filles, de ces deux jumelles? Ces deux jumelles Ouais. qui sont de la famille de Monsieur de Portales D'accord. et qui sont très mauvaises. Vous allez voir, hein, mais regardez dans leur figure, vous allez comprendre pourquoi. D'accord, celle-là, Oui. D'accord. Et donc, selon vos dires, ces deux jumelles, elles entraient le château ou est-ce qu'une pièce précise du château? Je peux pas vous dire quelle pièce, mais je sais qu'il y a une présence dans cette partie du château, donc la nouvelle aile. Il y a une présence. Une sorte d'oppression. Oui. et vous êtes sûr que c'est des filles? Qu'est-ce que pourquoi vous dites que c'est des filles? Ça veut pas être un homme, enfin vous ressentez quelque chose vraiment de féminin? Parce que je ressens la jalousie, la méchanceté, la haine. D'accord. Et donc une répulsion. Donc, aux étages, dans la cuisine, au rez-de-chaussée, apparemment, ces deux jeunes filles entraient ou erraient dans cette partie. Voilà, donc les âmes, elles se D'accord. baladent un peu partout, quoi. D'accord. Sophie apparemment est une légende, donc elle est venue hanter ce château, elle demande de l'huile. Et elle vient tous les solstices de l'été, mais pour moi, il n'y a pas cet esprit-là. Moi, j'ai dormi ici le solstice de l'été, ça fait 2 ou 3 fois. Je ne sais pas d'où ça vient, cette histoire, en fait. Donc... Ah, donc vous n'avez aucune donnée sur, je veux dire, les racines de la légende? Savoir où est-ce qu'elle a pu naître, ou est-ce que ce sont les visiteurs, les on-dit, les rumeurs? Aucune idée. Aucune idée du tout. D'accord. En tout cas, je vais vous amener dans le donjon parce que c'est quand même la partie la plus hantée du château. C'est vraiment des esprits vraiment très 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 mauvais. Donc qui cherchent à faire du mal, surtout dans la pièce au-dessus à des femmes. Je vais vous amener Ah, là-bas on et va puis vous on va voir. C'est du 11e siècle. Hein. Ok. Donc ici c'est parti 11e. La stagiaire qui est venue dernièrement, elle a dormi dans ce lit-là. Et vers 3h du matin, elle se réveille parce que son horloge, ou son réveil, il est tombé. Sans explication. Les fenêtres étaient fermées, etc. Donc elle se réveille avec le bruit qu'elle a entendu. Et en fait, juste à côté d'elle, elle voyait une lumière assez grande, donc qui faisait à peu près 1m60, qui était très lumineux, mais transparent à la fois. Donc elle s'est couchée sur les coussins parce qu'elle a eu peur, mais en sachant que rien ne l'a attaquée. Et puis ce tableau notamment fait beaucoup peur à des gens, parce que justement, il y a la vieille dame, on dirait qu'elle est en train de mourir. Quand on place quelque chose quelque part, rien n'est fait par hasard. Alors, est-ce que c'était placé là pour protéger cette pièce? Est-ce que c'était placé là parce qu'il y a réellement cette dame-là qui hante cette pièce? Je ne sais pas. Je vous laisse rentrer parce que cette pièce-là, je rentre jamais. Car je suis rentrée déjà Et c'est dans cette salle que vous dites vous avez la sensation d'oppression très très forte? Oui. C'est là où il y a l'esprit le plus mauvais, c'est ça que vous dites? Oui. Peut-être si on dort là, on a des chances, Oui. selon vous dire, Vous allez être embêté. rencontrer une entité ou d'être embêté. Voilà. Puis nous, on va placer un peu de matériel, donc comme ça, on aura un côté rationnel et puis peut-être le côté aussi émotionnel. Et on verra si on a de la chance, s'il se passe quelque chose. Mais apparemment, en tout cas, moi, d'un point de vue, je vais dire, terre à terre, la pièce, non, Ça veut dire rien? non, ça, non. Vous ressentissez pas quelque Non. chose là? Non. Alors moi, j'aurais une dernière question. Yes. Une question qui va être très franche. D'accord. Prenez-la dans sa neutralité. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait beaucoup d'histoire pour un seul château? Il y a des esprits ici. Ouais, Je vous dis tout ce que j'ai entendu. Il n'y a pas de souci. Je peux faire être franche. Non, non. Bah, ça fait beaucoup de choses, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est Non, hanté, hein. c'était une question. C'est vrai que lorsqu'on est arrivé sur place et qu'on a fait cette interview avec Brooke, on en est ressorti avec une masse d'infos et de données sur d'autres légendes, d'autres entités qui pourraient hanter le château. Et c'est vrai que ça nous facilitait pas trop la tâche en vue de bien quadriller et de bien s'orienter pour l'enquête. Bon les gars, on décharge. Hein. C'est le meilleur endroit pour le QG.
Maintenant, il faut regarder les prises. Donc on en a une ici, Il y en a une par là derrière. là, Ouais. j'en vois une là-bas. Donc le QG avec le DVR, on va le caler près de la cheminée, à ce niveau-là. Ouais, et il y a des prises dehors aussi qu'on pourra. Ouais. Je pense qu'on s'installe ici. Pour installer le QG, on a besoin d'une salle optimale et fonctionnelle, puisque en fait, le QG est la pièce maîtresse qui va centraliser les données et gérer les binômes pendant l'enquête du soir. Donc là on a le QG, on a la table du matériel. Ce qu'on va faire, on va la séparer en deux. On va faire un coin écran observation pour ce soir, avec le PC et le DVR. Et là, le matériel, les caméras, tout ce qu'on a besoin. On relie tout, on branche et on trie tout ça. C'est que suite à ce qu'elle nous a dit, comme il y a beaucoup d'infos, je pense... Je mets 2-3 plans. Ouais, moi je vais partir au QG. Ouais. On va voir où est-ce qu'on met les caméras DVR, tout ça. Puis... Ça marche, faites au mieux. Ok. À toutes. Ça marche, à toutes. On est parti avec Mariana afin de faire les repérages du lieu, dans l'optique de préparer l'enquête du soir. Alors pour l'installation du DVR pour ce soir, site A, site néo-gothique, la galerie d'art, sous-sol, 2 caméras dans ce secteur, on le quadrille. Secteur B, bâtiment du 16e, étage, salle à manger, salon, 2 caméras aussi. Et on quadrille le tout pour ce soir. On va tirer le câble. Go, c'est parti. Tiens, Marie. On commence par les boutiques. Ouais, mais... On va commencer par la galerie. Les câbles se tirent d'ici, là. À la limite, si on ne le met pas forcément pile au milieu, c'est pas grave. Devant la caméra ou proche de la caméra, y a rien? Non, rien du tout. Descends là un peu, Mariana, la carte. Celle-là elle est cool, celle-là elle est cool. On a fini d'installer le matériel. Ce soir, ça va être très linéaire. Comme l'a dit Denis, secteur A, secteur B. Donc c'est plus au premier tournus. Channel 1, Channel 3 pour le secteur A, Channel 2, Channel 4 pour le secteur B. D'accord. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on se focalise sur la légende de Sophie. D'accord. Et on vadrouille les 2 premières heures, donc de 11h à 1h sur le secteur A. Ça sera Seb, Denis et moi. On tourne au DVR. Et Nico, Mariana, vous vous focalisez sur le secteur B. Bon, il nous reste 10 minutes pour être dans les temps. Donc Denis nous a préparé le matériel. On fait vite. Le matériel se compose de caméras night shot. 2 types de caméras night shot. Les caméras mobiles que nous utilisons pendant l'enquête et les caméras fixes reliées au DVR. Nous avons également des EMF, des appareils permettant de calculer les champs électromagnétiques, des thermomètres laser, ainsi que des dictaphones principalement utilisés pour les séances de VP. Seb, Denis et moi, thermo, EMF, lampe torche et dicta. Et Nico, Mariana, vous avez votre EMF, le thermo, la cam, les night shots et le dicta. Donc moi je pars avec Denis, on part dans les sous-sols et Nico, Mariana, vous partez aux étages. Ok? Allez, c'est feu, on éteint les lumières et c'est parti pour 2 heures. On y va? Allez, go, let's go. Commence par la galerie d'art. Galerie en premier. Ouais, c'est parti.
Attache-toi à des spots. Alors apparemment, normalement c'est l'ancienne aile où la bombe incendiaire a atterri. C'est ce qui a été tout détruit. Ok. Sophie, si elle est morte dans la bombe incendiaire, elle devrait normalement rôder dans les alentours. Ouais, c'est bon, pour nous c'est ok. On va cadrer à l'EMF. Tu me suis la cam. Durant l'enquête, on utilise des EMF qui sont des boîtiers calculateurs de champs électromagnétiques. Si on s'en tient à la théorie que l'énergie émise par l'entité peut faire interagir les champs électromagnétiques, on va utiliser des boîtiers EMF qui calculent les variations des champs électromagnétiques présents dans une pièce. Si on a des fluctuations stables, c'est souvent dû à une surtension ou un problème électrique. En revanche, si on a des fluctuations en dents de scie, alors on peut peut-être être en présence d'une entité ou d'une manifestation. On fait qu'on se met au calme, on fait les prises de température. Ouais. Par contre, c'est quoi ça? C'est un détecteur de quoi ça? Tiens, je te mets le LF ici. Je vais faire la température. Tiens, donne-moi la torche 2 secondes. Tu veux faire la température ambiante ou pas? Ouais, vas-y, tu vas faire les prises de température, puis je vais lancer un EVP. Là, il fait 22,4 à l'intérieur. Les dernières températures. Durant l'enquête, on utilise régulièrement des thermomètres afin de calculer la température ambiante, car si une entité devait se manifester, elle ferait fluctuer celle-ci. Alors, premier roulement, premier soir, Nico, Mariana, on est dans la première pièce à coucher du rez-de-chaussée. Et on va entamer la première séance de VP de notre côté. Lors d'une séance de VP, on essaie de rentrer en contact avec des entités par le biais d'un dictaphone qui, celui-ci, va enregistrer une hypothétique conversation avec un monde de l'au-delà. Il y a une entité dans cette pièce, qu'elle se manifeste par un son, qu'elle déplace un objet. Et je te laisse la place pour communiquer avec nous sur la bande de l'appareil. L'intérieur global, il est à 21. Par contre, je suis étonné, c'est bien la première fois qu'on a une légende où les apparitions continuent dans une aile refaite. D'habitude, c'est toujours l'inverse. Dès que ça a été refait, il se passe plus rien. On se pose au calme. Ouais. On commence la séance de VP. Nicolas, si tu veux, je prends des photos. 06. Antoine, Denis. Ouais, Vu que ça fait un moment que vous êtes dans la pièce, il se passe quelque chose? on a scanné les températures et les champs électromagnétiques. Maintenant, on va rester sur la séance EVP un petit moment. Ok, nickel. Denis Anton, premier soir dans la Galerie des Arts. Sophie, si tu es là ce soir, peux-tu nous montrer ta présence? D'après les récits, quelques silhouettes ont été vues. Si vous pouviez vous manifester afin de nous montrer votre présence. Pouvez-vous nous donner un nom? Pouvez-vous déplacer quelque chose afin de nous montrer votre présence? Avez-vous un message à nous passer?
ici suite à des témoignages. Pouvez-vous vous manifester? Vraiment pas un bruit. Il est coupé. Coupé de tout. On est sur l'avant magnifique. Là, je l'ai là. Tu l'as? Je vais voir. Je vais voir si on arrive à l'en écouter. Antoine Denis, premier soir dans la Galerie des Arts. C'était quoi ça? Aucune idée. Tu l'as la cam? T'as entendu? Je sais pas, j'en ai un gémissement. Moi aussi. Et au-dessus, il n'y a pas de porte. Au-dessus, c'est dehors. Non, tu sais, dehors. Lorsqu'on était avec Anton dans la galerie d'art, on était au calme, il n'y avait pas de bruit ambiant. Et d'un seul coup, sur notre gauche, on a entendu un gémissement. Donc c'était pendant qu'on écoutait l'enregistrement qu'on a entendu cette voix au fond de la salle sur la gauche. Une espèce de plainte, un gémissement. Les murs sont trop épais et le son était, je vais dire, trop faible et trop indistinct pour que ça puisse venir d'un bruit d'environnement de la galerie ou un bruit d'environnement de l'extérieur, comme un animal. On va s'installer au calme. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont ces putains de Toki? Ici, j'ai rien du tout, t'es où là? Je sais pas, le Toki il vibre maintenant. Ça donne quoi le MF? Rien. Pas de mouvement. Aucune fluctuation. Salle des sœurs jumelles. Y a-t-il une présence dans cette pièce? Êtes-vous capable de nous faire parvenir un message? Je repose le dictaphone. Vous avez pas vu le flash là? Quoi? Mais là, au sol, il y a un flash. Il y a personne dehors. Tu rigoles. Un truc de lumière qui apparaît. Mais c'est pas possible, il y a un radiateur là? Ouais. J'étais là. J'ai vu un flash le long du sol. Une lumière le long du sol. On est monté dans cette chambre au rez-de-chaussée, la salle où il y a ce fameux cadre des jumelles. J'étais assis et en face de moi, très clairement, j'ai vu pendant une demi-seconde, un bref instant, une sorte de mouvement, un flash de lumière au ras du sol. Donc je me lève et ma première chose à faire, c'est de tirer le rideau, voir si la fenêtre, en fait, elle est assez grande pour éclairer le plancher. Et si peut-être cette lumière viendrait de l'extérieur. Et en fait, sous la fenêtre, il y a un radiateur. Ce que j'ai vu ne peut pas venir de l'extérieur. Il était bien en face de mes yeux, là, juste devant moi. C'était un flash de lumière, je ne peux pas l'expliquer autrement. On était en train de travailler depuis un petit bout de temps avec Sébastien dans cette chambre. Et ensuite, c'est des choses qui arrivent en enquête, hein, c'est la fatalité. Le cadreur était en train de changer une de ses cassettes lorsqu'est survenu un événement plus qu'étrange.
Un câble, la câble. Je suis là. Ouais. La lampe. Filme. J'ai pas bougé d'1 millimètre. Regarde où je suis. Regarde où je suis. On n'a pas d'image du cadreur, mais moi j'avais ma caméra Night Shot qui tournait. Et à ce moment-là, juste derrière moi, le cadre qui se trouvait sur la table à ma gauche est tombé, inexplicablement. Moi je ne bouge plus d'1 millimètre. Je sais pas où il était. Oh, putain. Regarde où je suis. Je vais tendre mon bras. D'accord ? Je tends mon bras à fond. Là, ça commence à faire beaucoup dans beaucoup. la salle. Au niveau des interférences, le cadre qui tombe, la lumière que tu vois. Voilà. Et là, ça fait beaucoup. Je n'ai aucune explication, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu déplacer ou faire tomber ce cadre. Je ne peux pas l'atteindre avec mon bras, j'étais trop loin. Et en plus, j'étais devant. Le cadre tombe alors qu'il est derrière moi. Quand je me retourne sur le côté gauche, c'est ce que j'essaye d'expliquer à Sébastien et au cadreur, je suis trop loin pour toucher ce cadre, en tout cas avec mon bras ou avec ma jambe ou quelque chose. Je n'ai pas bougé d'1 millimètre. Là, je ne veux pas bouger. Je vais garder la caméra pendant 10 minutes. Là, je vais bien montrer. Je suis... Si je penche, hein, c'est impossible. Je filme, voilà. Là, c'est... Oh putain! On monte. Allume, allume, allume. Vous avez entendu quoi? La lumière, allume. Pour bien comprendre ce que l'on a vécu, il faut se remettre dans le contexte. Et ça faisait plus d'une demi-heure qu'on était au calme avec Sébastien. Et d'un seul coup surgit un bruit, mais complètement énorme, tonitruant, qui sort de nulle part. Et moi, personnellement, j'ai presque eu la peur de ma vie. Je m'y attendais pas. J'ai été surpris et mon premier réflexe, ça a été de me baisser. J'ai cru que quelque chose me tombait sur la tête. Déjà qu'on était dans une ambiance oppressante, à ce moment-là, j'ai paniqué avec ce bruit, j'ai eu la peur de ma vie. Je filme, voilà. Là, c'est... Après ce bruit, on essaye de chercher une explication rationnelle. La réaction la plus logique, c'était de monter à l'étage pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu provoquer un bruit pareil. Le son qu'on a entendu avec Seb, ça ressemblait pas à une présence humaine, comme des pas ou quelqu'un qui court sur un plancher. C'était vraiment un objet qui tapait le sol très très fort. On a vécu de nombreux événements étranges pendant cette première soirée d'enquête. On était impatients de poursuivre l'enquête demain. Pour les besoins de l'enquête, il est nécessaire de bien connaître l'histoire du château expliquée par le propriétaire, afin de mieux cerner l'origine de ces légendes. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous habitez le château? Écoutez, moi je suis donc propriétaire en quelque sorte depuis la mort de mes grands-parents à la fin des années 50. Lorsque mon arrière-grand-père, le baron de Schickler, a acquis la propriété à la veuve du général du Moncel au milieu du XIXe siècle, il a trouvé le vieux château 16e et le donjon 11e. Et lui a construit la partie où nous sommes actuellement, donc la partie 19e, pour rejoindre le château 16e au donjon 11e. À l'époque où mon arrière-grand-père a construit le château où nous sommes actuellement, c'était dans les années 1850, donc c'était bien avant toutes les guerres que nous avons connues successivement, 70, 14, 18, 39, 45. Mais le château, lui, est resté donc intact jusqu'en
1944, les Américains ont bombardé, les Anglais ont bombardé. Ici, ce n'était que des entonnoirs de bombes partout. La bombe anglaise incendiaire est tombée dans la chambre de ma tante qui s'était réfugiée dans la chambre de ses parents. Elle serait restée dans sa chambre qu'elle brûlait vive, quoi. Bon, tout le château 16e avait brûlé, et ça avait brûlé même une partie du château 19e. Il est certain qu'il y a eu ici un événement qui s'est produit, mais enfin il y a déjà fort longtemps. Il s'appelait le Chevalier de Martin-Var. Il était dans les Mousquetaires et il s'est battu en duel et il est mort. Et il a été enterré dans le château. Et ça se passait au début du XVIIIe siècle. Probablement qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Moi, personnellement, j'ai jamais eu la moindre présence. D'accord. Et en fait, c'est cette pièce-là où elle nous a dit que c'était une stagiaire ou une vieille femme qui dormait. D'accord. Et apparemment, ce serait cette salle, selon elle, où il y aurait des pressions et où Mariana, en fait, elle devrait dormir ce soir pour qu'on ait quelque chose d'intéressant. D'accord. Donc ici, on pose une caméra. Je sais pas, ils disent que le cavalier de Martin-Vast, c'est là où... Normalement, on l'aurait vu. Ouais. Mais c'est ça qui va être compliqué pour ce soir parce qu'a priori, quand tu vois toute l'étendue qui est autour du château, pour tout cibler, je pense ici, autour du marécage, puis la plaine aux abords du château. On va aller au marécage? Ouais. Allez, go. Et là, on a un intérêt quelconque ici, là. Bah écoute, je sais pas, a priori, tu sais, c'est la fameuse légende encore du chevalier de Martin-Vast, qui erre autour du château. Donc là, t'as le marécage, c'est la délimitation du domaine. Putain, mais on pourra jamais tout quadriller, là. Si on le voit, c'est le dernier endroit où on peut le voir. Oh, fais gaffe à ta tête, Denis. Ouais. Voilà, alors ça, là on est dans la deuxième salle. Okay. Encore une fois, apparemment, les stagiaires ont dormi ici. Il y en a deux qui ont saigné du nez en même temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde vite fait. Ça serait... Enfin, moi j'avais eu l'idée peut-être que deux d'entre nous dorment aussi ici, Mariana. Ouais, pourquoi pas. Et mais par contre là, pour quadriller, je vois la cam par là-bas. Ouais, peut-être se servir des poutres. Bon les gars, là il y a le propriétaire qui vient d'aller se coucher. Donc on va pouvoir commencer la deuxième enquête. Donc on a changé de place certaines caméras. On s'est focalisé sur le donjon. D'accord? Là où apparemment, selon la responsable du château, il s'est passé un petit peu plus de choses. Donc ce soir, les binômes, comme d'habitude, on se sépare en deux. Une partie à l'extérieur. On va s'occuper du cavalier de Martin-Vast. On va voir un petit peu si cette légende elle est fondée. La responsable qu'on a rencontrée nous a parlé que dans le donjon, il y aurait des entités qui traîneraient en fait dans les dernières pièces du donjon. Elles se manifesteraient essentiellement aux femmes. Donc c'est pour ça que, comme on l'a décidé avec Anton, Mariana va aller dormir dans la dernière pièce du donjon. Seb et moi aussi, on va aller dormir juste dans la chambre du dessus. Bon, alors on prend le matériel et on s'active. C'est parti. Ah bah si, c'est celle-là ma pièce. J'ai même pas réussi à me repérer. Oh,
Une chauve-souris. Oh putain. T'inquiète, je suis là. Je vais dormir ici, une chauve-souris qui est coincée. Oh putain. Baissez vos têtes. Attendez. Où elle est là? C'est bon, elle est partie. Je ferme la fenêtre. Ouais. Ça commence bien. C'est quoi? Si on se focalise sur la légende du chevalier, je sais pas si ça va être très utile, ça va plutôt être de l'observation, je pense. Là, c'est ouais, on est au bord du repérage de nuit. Ouais, le thermomètre. C'est quoi? C'est les poissons. Sérieux? C'est tous les poissons. En fait. Non. C'est bien diagnostic à ça. C'est rassurant pour nous. Ah ouais, des fois on les voit sauter. Ouais, ça ne dure pas. Ça ne l'est pas. C'est agréable. Regarde la brume. On doit s'approcher de l'étang. Non. À gauche ou à droite? Le cadre est bizarre là. C'est vrai qu'il y a une sensation assez étrange. Toi aussi, là, c'est ça? Ouais, c'est bizarre. Ouais. T'es un peu oppressé, la pièce est très exiguë. Il fait vite chaud. La pièce, elle est moins exiguë que celle où ils vont dormir Anton et Seb. Ouais. Mais je sais pas pourquoi celle-là, elle est... Enfin, moi, je ressens autre chose, quoi, elle est différente. Oh putain, oh putain, oh putain. Oh putain. On est monté jusqu'à 94 en degrés. On est monté jusqu'à... Ça a fait 70... 66, 57, 57. Regarde. J'ai le thermomètre qui délire, Où est-ce que tu te trouves? Il y a une source de chaleur à proximité? Non. Ça redélire, le thermomètre redélire. Donc partons du principe que si une entité se manifeste, elle a besoin de consommer de l'énergie. Qui dit énergie, dit chaleur. Elle va faire baisser les températures ambiantes de la pièce et faire augmenter sa propre chaleur. Ça redélire. Nico, Mariana, vous avez eu combien de température, dis-moi? Plus de 90, je me souviens plus de 90. Plus de 90. C'est filmé. Et oh, y a rien, hein, le sol est froid. Tu veux pas provoquer? Au cas où, on va lancer une séance de VP. Premier roulement, deuxième soir. Mariana et Nico. Bon, on va continuer. Mais non, des pics à 57, 90 degrés dans la chambre. Attends, t'es sûr qu'on se dirige sur le bon chemin? Le cavalier, il n'y a pas grand-chose dessus, ni sur l'histoire, ni d'où la légende est née. Pour moi, ce que je trouve bizarre, ce qu'on a vu en venant, c'est qu'il y a énormément de brume. Et la brume facilite l'imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est fort possible d'avoir cru voir quelque chose. Et je veux dire, ça a jamais... Ce qui est assez logique, et que la brume, c'est comme les nuages, c'est la pareidolie. La brume, exactement. La brume, la pleine lune, les arbres, ce soir, on voit bien qu'on peut s'imaginer un petit peu ce qu'on veut quand même. C'est un peu léger, ça. C'est un peu léger. Je pense aussi. Ouais. On va faire un tour un peu, on va aller voir vers l'étang, mais après on navigue autour. Ouais, on est arrivé à l'étang. Ouais. C'est quoi, c'est pas des bruits de sabots? Bah, tu vois, tu viens de dire exactement ce que je pensais. Par rapport au phénomène du cavalier, les bruits de sabots, ça fait exactement les bruits qu'on vient d'entendre des poissons. La brume, il y a tout qui correspond. J'ai entendu un bruit, je me dis, c'est un bruit de sabot, je regarde à gauche. Et en fait, si t'écoutes bien les poissons, c'est exactement le même bruit. On imagine vite un cavalier, fantôme, les bruits qu'on vient d'entendre des poissons.
Elle ressemblait étrangement au galop. La brume. La brume. Quoi? Non, pour la légende du cavalier. Voilà. Mais là, À je mon te suis avis, 100% là-dessus, ouais. c'est une légende qui n'est pas fondée. Le bruit des poissons, la brume, on a tous les éléments pour créer une légende. Comme nous l'a raconté le propriétaire, un des faits historiques du château collerait particulièrement à la légende. Le cavalier de Martin Vast aurait participé à un duel, en serait mort, et aurait été enterré sur le domaine de Martin Vast. Ce genre de légende est issu d'un fait historique comme celui-ci. Là, faut pas faire de bruit parce que c'est la partie privée. Ils sont là, Nico et Mariana? T'as pas entendu marcher? T'as entendu marcher, toi, ou pas? Non, je suis trop loin. C'est une chambre. C'est la première chambre. C'est la première chambre, là? C'est la première chambre. C'est où Mariana doit dormir, normalement. Ouais, je crois. C'est quoi ce délire? Alors là, je sais pas s'il y a pu avoir un courant d'air ou quelque chose. Lorsqu'on est rentré dans la pièce, d'un seul coup, la porte a claqué. On était étonnés, on a regardé la porte, on a cherché à comprendre. Un courant d'air, la fenêtre était fermée, donc il n'y avait pas de courant d'air. On ne sait pas d'où ça vient. Pour moi, en tout cas, ce phénomène, je le traduirais par le fait qu'on n'était pas les bienvenus et qu'on n'avait rien à faire là. Ok, on a une porte qui s'est fermée toute seule, là. Rien, sérieux, c'est primordial. Ah, je comprends. Elle s'est fermée toute seule. Viens, on va les crever. Non, mais c'est un truc de malade. Est-ce que c'est la pièce juste avant, la pièce qui est ovale, où la porte s'est fermée toute seule? Voilà, exactement. Donc on sait pas s'il y a eu un courant d'air ou quelque chose. J'y crois pas un instant. Il y a la porte là qui a claqué. Et là, je suis sérieux, toi. C'est pas moi qui vais Vous étiez On était en bas, on vous a entendu, c'est pour ça. Celle-là, elle a claqué? Elle a claqué au moment où on était là. Ça faisait 2 minutes qu'on essaye de parler avec Anton. Ça fait 10 minutes qu'on se balade là-dedans et il n'y a rien qui claque. Non, mais attends, il y a courant d'air et courant d'air pour fermer la porte. C'était quoi? Quoi? Bah, derrière moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ouais, vraiment. Je suis sérieux. On vient de parler avec Anton. Il ne capte pas. On a comme si le plutôt qui était éteint. On n'a pas un signal. Au moment où les trois on est arrivés dans la pièce, paf! Fini. Ouais, ça sait faire. Il y a personne qui se bat dans le château, là. Le propriétaire dort. C'est toi qui as touché la lampe? Je te jure que je l'ai pas touché cette lampe. Et moi, j'étais pas pied contre la porte. Non, et moi je suis loin de la lampe depuis tout à l'heure. Je ne l'ai pas touché, j'en suis certain. Après le phénomène de la porte, quand l'autre équipe nous avait rejoint donc dans cette pièce, là, pour continuer, l'abat-jour. L'abat-jour tombe tout seul. On était autour, on n'a pas compris ce qui se passait. Pour moi, ça continuait. Un autre signe qui voulait dire qu'on n'avait rien à faire là. Alors, avec tous les événements qu'on avait eus dans cette pièce, tout de suite, on a décidé en fait de faire dormir Mariana dans cette chambre pour voir si, toute seule, avec une caméra, elle allait être témoin d'autres phénomènes, si ça allait continuer, s'amplifier, pourquoi pas. On a accompagné Mariana dans cette chambre. Une fois que tout était installé, donc, on est parti, on est retourné au QG, et donc on l'a laissée seule dans la chambre. Mariana, est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends. Bien, toute l'équipe te souhaite bonne nuit. Pour l'instant, je n'entends pas un bruit, mais dans le noir comme ça, toute seule, j'ai l'imagination qui s'emballe. J'ai l'impression que je vais voir quelqu'un dans l'encadrement de la porte.
Comme on avait prévu avec Sébastien de dormir à l'étage au-dessus de la chambre de Mariana, on s'est installé dans cette chambre où Brooke nous avait dit que des gens avaient déjà vécu des phénomènes étranges. Personnellement, c'est vrai que j'ai ressenti des choses très dures à expliquer, plutôt personnelles. Pour moi, cette pièce est hantée. C'est vraiment un sentiment très difficile à partager en fait. Et on a eu cette lampe. Et moi, je tenais cette lampe dans la main et elle commençait à vaciller étrangement, comme si elle perdait de l'énergie. Donc, j'ai décidé de la poser sur le sol pour éviter peut-être tout faux contact ou peut-être des vibrations que ma main pourrait faire. Elle perd de l'énergie. Non mais là c'est énorme. C'est énorme. Et là, il s'est passé quelque chose qui est rarement arrivé en enquête. La lampe s'est éteinte d'un seul coup. Antoine, c'est pas possible. C'est pas possible, la lumière. Elle marchait à plein régime quand on est rentré dans la salle. La pile est neuve. On regarde et on voit cette lampe scintiller, s'éteindre. Il y a quelque chose de paranormal dans cette pièce. À l'analyse, on s'est attardé sur ce son qui est survenu dans la galerie d'art. Donc nous avons extrait de la vidéo, nous l'avons nettoyée, et les fréquences s'étendent de 90 Hz à 4000 Hz. La première fondamentale est à 323 Hz et la seconde à 212. Cela se trouve dans les médiums et ce son n'a rien de paranormal. Malgré tout, ça reste un son complexe et le fait qu'il coupe à 4000 Hz peut être expliqué par l'absorption des matériaux environnants s'il s'agit d'une voix de loin. Au final, on trouve une explication dans ce qu'on peut appeler le phénomène d'apophénie, c'est-à-dire une altération de notre perception auditive à Denis et moi-même. Concernant le bruit que nous avons eu avec Sébastien dans la chambre à baldaquin, à l'heure actuelle, il est impossible de tirer une explication logique, puisque à l'étage, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'objet sur le sol, et on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, savoir si cela provenait de la pièce du dessus ou du plafond dans la salle où on se trouvait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas assimiler ce bruit à un phénomène que l'on nomme poltergeist, puisque c'est en général un phénomène psychokinétique provoqué par une personne, et souvent c'est des jeunes filles dans l'adolescence, et il n'y avait personne dans ce château qui correspond en tout cas à un phénomène poltergeist. Donc, d'un point de vue d'une explication paranormale, ce bruit peut être assimilé au même titre qu'un déplacement d'objet, peut-être que l'entité voulait nous faire comprendre qu'on n'était pas les bienvenus. Et toujours dans cette chambre, avec ce lit à baldaquin, est survenu un déplacement d'objet. Nous n'avons aucune image vidéo de la chute de ce cadre. Il y a juste ma caméra, j'ai juste le temps de me retourner, mais je suis à distance et je n'ai pas pu provoquer cette chute. La conclusion qu'on peut en tirer, en tout cas après l'analyse et d'un avis général de l'équipe, c'est qu'il y avait une entité consciente dans cette pièce. Et elle essayait peut-être de nous faire parvenir un message ou de nous faire comprendre qu'elle se trouvait dans la même pièce où l'on était. Concernant les changements de température que Nicolas a pu observer, il est vrai que les déplacements de personnes ou d'humains dans une pièce provoquent de l'énergie cinétique et en général font augmenter la température d'une pièce. Mais ça agit sur une longue durée et ce sont des faibles changements de température. Or, ici, on assiste à des variations de température qui vont entre 20 et 60 degrés. C'est des variations en dents de scie qui sont inexplicables, ou peut-être, je vais dire, un dérèglement dû au thermomètre laser. Et ça n'est jamais arrivé. Et ensuite, on a vérifié le plancher, qui n'abrite aucun tuyau de chauffage. Donc peut-être qu'on était en présence d'une entité qui essayait de se manifester dans cette pièce. Et dans cette même pièce, quelques minutes plus tard, on va assister à un enchaînement de phénomènes qui restent encore à l'heure actuelle inexplicables. Il y a cette porte qui se claque d'un seul coup. Donc on peut souvent l'assimiler à un courant d'air,
Malheureusement, les fenêtres sont fermées et la trappe qui se trouve tout en haut du donjon est fermée. Il n'y a aucun courant d'air dans cette pièce. S'ensuit des bruits ambiants entendus par les caméramans et l'équipe elle-même et cet abat-jour qui se déplace et qui tombe. Mariana se trouve dans le petit couloir adjacent, Seb et Denis sont en retrait. Donc on a vérifié le socle de cet abat-jour et il se trouve en fait qu'il est fondé sur un pic en métal, sur un balancier et il a un équilibre parfait. Et la seule manière de le faire tomber, c'est de pousser hors de cette balance. Il ne peut pas tomber autrement. En ce qui concerne l'extinction de cette lampe, il n'y a pas besoin d'une analyse poussée, on peut en tirer deux explications. La première, un défaut de fabrication de la lampe, même si après on a mis d'autres piles et elles marchaient, donc on peut écarter cette hypothèse. Il nous reste la deuxième, qui souvent intervient lors de manifestations, et c'est souvent arrivé selon les témoignages et lors de nos enquêtes, c'est les piles et les batteries qui se vident d'un seul coup, lorsque une entité peut être présente. Peut-être étions-nous en présence d'une entité qui essayait de se manifester et en puisant l'énergie à vider les piles de cette lampe. Suite à ces 2 nuits d'enquête et à ces longues analyses très poussées concernant les résultats qu'on a eus pendant cette enquête au château de Martin-Vaste, l'équipe a un seul opinion. Le château de Martin-Vaste est bien un lieu hanté, pour plusieurs raisons. 4 points. Le premier, c'est ce son enregistré dans cette pièce qui vient du plafond, qui n'a absolument aucune explication rationnelle. L'équipe, le binôme en place, y est monté, a fait des allers-retours pour essayer de comprendre d'où venait ce son, et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Ensuite vient moi-même, dans le donjon, ces montées de température rapides, excessives, sans explication, qui ne sont jamais arrivées lors de toutes mes enquêtes. Et encore un second point qui n'a absolument aucune explication rationnelle. Dans la chambre baldaquin, le troisième élément, c'est cet objet qui se déplace, ou si vous voulez, un cadre qui tombe. Malheureusement, il n'est pas réellement filmé. On ne sait pas vraiment comment il est déplacé et comment il se déplace, mais ça reste un élément sans explication. Et enfin, concernant le dernier point, on a cette lampe qui oscille, dont la batterie est en train de se vider, et on n'a toujours pas d'explication rationnelle. La seule explication qu'on pourrait émettre, c'est celle que si une entité se manifeste, elle consomme de l'énergie et donc a pu consommer l'énergie dans les batteries. Concernant les 2 légendes qui entourent le château de Martin-Vaste, le cavalier, lui, est totalement explicable par l'environnement naturel. Par contre, Sophie, est-ce que les 4 points que nous avons eus pendant ces 2 jours d'enquête sont liés à la légende de Sophie ou à d'autres entités? Cela restera un mystère. En tout cas pour Rip, le château de Martin-Vaste est bel et bien un lieu hanté. J'avais l'impression de me replonger dans un livre de Stephen King, le fameux Shining. La cuillère, elle vient d'où? Une seule chaise était déplacée. On ne peut pas savoir comment elle a été déplacée. C'est un endroit dangereux. Les observations remettent en cause les dires du personnel.